Bonjour à tous et à tous et à toutes et à tous, pardon, et merci de votre présence pour cette table ronde sur le thème de la cybersécurité. Données, ressources académiques, établissements, où en sont aujourd'hui les établissements scolaires et de l'enseignement supérieur. Moi, je suis Davia Ouadia, journaliste, rédactrice en chef à l'Étudiant et EduPro, et j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Aujourd'hui, on le voit avec l'explosion du numérique dans tous les champs de la vie quotidienne, et évidemment dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur, la question de la sécurité numérique se pose indubitablement. D'autant que l'essor du numérique démultiplie les risques encourus, que ce soit pour les établissements eux-mêmes, qui doivent assurer la sécurité de leurs établissements et des données, mais aussi pour les usagers. Des actions sont nécessaires et des bonnes pratiques doivent être mises en place. Mais où en sont aujourd'hui, plus concrètement, les établissements scolaires et de l'enseignement supérieur, universités, grandes écoles? Quels sont les risques concrets que rencontrent les institutions et quels sont finalement les moyens de s'en prémunir ou finalement de limiter la propagation quand le risque est avéré? Autant de questions que nous aborderons ce matin avec nos 4 intervenants, que je remercie pour leur présence. François Gilles, vous êtes directeur académique des systèmes d'information des académies de Paris, Créteil et Versailles. Nicolas Eslou, vous êtes fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information de l'éducation nationale de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Daniel Benabou, vous êtes président du CEIDIG, donc le Conseil de l'économie et de l'information du digital, et directeur général de l'IDEXI. Je ne voulais pas mal le prononcer. Et Luc Jarry-Lacombe, vous êtes cofondateur de BC Diploma, qui propose de digitaliser des diplômes et certifications aux universités et aux entreprises. Alors pour information, l'idée de cette conférence, c'est qu'elle soit le plus interactive possible. Donc je pourrais vous passer assez régulièrement la parole, mais n'hésitez pas à lever la main, on vous passera le micro pour pouvoir poser vos questions. Tout d'abord, Daniel, selon vous, quels sont les grands enjeux aujourd'hui en matière de cybersécurité? Plus spécifiquement, les enjeux qu'on rencontre dans le système éducatif sont-ils communs avec les enjeux qu'on rencontre pour la société? Bon. D'abord, merci d'avoir pris ce thème en ouverture de cette journée au Salon de l'éducation, enfin l'Educatech. C'est un des signaux positifs pour dire que ça commence à être pris en compte. Bon. On ne connaît pas de société, d'organisation performante, démocratique, stable, qui puisse fonctionner sans sécurité. On le connaîtrait, on comprend très bien ça pour l'environnement physique. Or, dans le monde numérique, ce que devient, on confie au numérique de plus en plus de nos fonctions économiques et sociales, on confie tous les jours de plus en plus ces éléments essentiels de notre vie quotidienne. Et je crois qu'un des grands enjeux, on va le voir, c'est une question autour de la maturité. Il faut comprendre en face de quoi nous sommes d'un point de vue sociologique. On est traversé par plusieurs grands bouleversements et il faut les regarder en face pour pouvoir savoir comment les adresser, y compris dans nos organisations et dans l'éducation également, bien sûr. Parce que oui, bien sûr, il y a une communauté d'enjeux qui traverse l'ensemble de nos organisations. D'abord, on est traversé par une transformation digitale extrêmement puissante. Tellement puissante qu'on a été débordé, y compris sur des questions aussi essentielles et stratégiques que la souveraineté. Donc ça, c'est un des éléments qui envoie un message assez étonnant, c'est-à-dire que la puissance de l'apport du numérique nous a fait ne pas forcément prendre en considération au bon moment, ou pour des questions de capacité également, cette question de souveraineté. Donc ça peut nous interroger. La deuxième dimension, qui est une dimension qui est complexe à appréhender, c'est que la culture digitale, c'est une promesse fantastique de toujours plus vite, toujours plus d'ergonomie. Donc comment on fait face, comment la sécurité dont le symbole est un cadenas arrive à lutter avec ça. Donc il faut qu'on arrive à déshabiller la sécurité numérique de son image de contrainte. Le troisième élément, c'est qu'on est face aussi, dans la culture digitale, c'est d'imposer, moi, ce que j'appelle une forme d'impatience numérique, où si on attend une milliseconde de trop, on change d'écran, on est contrarié, etc. Amazon, je prends cet exemple de la milliseconde volontairement, Amazon est en quête permanente d'améliorer, à la milliseconde près, l'accès au panier. Donc, voilà.
en ayant conscience de ça. Le quatrième bouleversement, alors, qui est aussi une grande contradiction, c'est que plus il y a de données, mieux le numérique fonctionne. Et plus il y a de données, plus il y a un risque de sécurité. C'était assez frappant au dernier événement Vivatech. Les plus grands stands étaient ceux de L'Oréal et de LVMH. Donc ils ne sont pas des techniciens, mais ils mettaient en avant des évolutions numériques avec notamment de l'intelligence artificielle pour apporter des services autour des produits cosmétiques ou de mode. Bon, c'est étonnant. Donc, on est dans un contexte où l'enjeu qui se dessine, c'est comment on adresse toute cette promesse, où encore une fois, la sécurité n'est pas très à l'aise avec tout ça. Et moi, je dis, je crois que le vrai sujet, c'est comment on gagne en maturité. Il faudrait qu'on soit... Parce que c'est vraiment une question de maturité. Hein. Comme tous les grands gens de société, ils traversent plusieurs phases. Nous, on est encore dans une phase de jeunesse. Et donc, il faut qu'on arrive à grandir et à penser que ce serait un peu naïf de croire qu'on peut bénéficier à 100% de tous les progrès numériques sans aucun prix à payer. Alors, pour moi, il y a 4 volets, si je peux terminer là-dessus. Un, il y a 4 piliers pour gagner quand un grand sujet de société arrive à maturité. Le premier, c'est la sensibilisation. Celui-là, on s'y intéresse plutôt pas mal, même si ce n'est pas statique, hein, c'est toujours dynamique, il faut être en fonction du contexte. 2, c'est la formation. Si je suis sensibilisé, mais comment je peux faire, comment je peux agir. 3, c'est le cadre réglementaire. Donc ça commence à s'installer, mais il faut que ça soit aussi au niveau des organisations, des établissements. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache, que chacun sache ce qu'il est bon de faire, ce qu'il ne faut pas faire, et qu'il y ait des règles à respecter. Les grandes entreprises sont soumises à des règles légales, hein, des contraintes légales. Hein, voilà. Le 4e point, c'est les outils. Donc il faut qu'on ait les bons outils, que ce soit au niveau des dirigeants, des utilisateurs, des patrons de la sécurité, pour pouvoir... Voilà. Et on a encore des progrès à faire, au moins sur la réglementation, sur la formation et sans doute sur les outils. Et la sensibilisation, ça c'est un travail de fond permanent. Alors justement, François Gilles, vous en tant que directeur régional académique des systèmes d'information des académies de Paris, Créteil et Versailles, quels sont les types de risques qui existent très concrètement aujourd'hui pour les établissements du secondaire et du supérieur? Ça vient d'être abordé, mais le numérique, effectivement, est partout, de plus en plus déployé et présent dans les pratiques, dans les usages, et les établissements scolaires, de ce point de vue-là, n'y échappent pas. Donc on a un certain nombre de secteurs, même si le cœur de notre activité reste effectivement l'éducation des élèves et donc de les accueillir. Pour autant, le fonctionnement de l'établissement repose de plus en plus sur cette couverture numérique à tout niveau. Donc finalement, les impacts, ils sont nombreux. On a une surface d'attaque, on a un potentiel lié à ce nombre d'objets numériques dans l'établissement qui rend effectivement les choses importantes. En termes d'impact, on a le fonctionnement de l'établissement dans son ensemble. Hein. Dans un établissement scolaire, on a des secteurs d'activité, on a un périmètre administratif qui gère un certain nombre de choses avec un système d'information associé. Des données financières, des données de l'élève. On gère un certain nombre de données autour de la communauté éducative des élèves avec des données d'enfants mineurs. Et puis on a tout le développement du numérique dans les pratiques pédagogiques, dans les usages qui sont pour dérouler des cours, pour accueillir des élèves sur la vie scolaire, les devoirs. Voilà. Il y a un certain nombre de périmètres finalement qui sont aujourd'hui en place dans les établissements et qui rendent les impacts potentiellement importants jusqu'à paralyser le fonctionnement d'un établissement. On pourra revenir éventuellement sur les différents risques qu'encourt le fonctionnement autour du numérique dans un établissement. Donc l'intégrité de la donnée est un impact important au sein de l'établissement. La continuité d'activité, alors qu'elle soit pédagogique, administrative, globalement la continuité de fonctionnement d'un établissement scolaire est un impact majeur en termes de risque numérique.
Le déroulement des cours, alors bien sûr, on a l'image maintenant un peu ancienne de l'enseignement qui a son cours et qui le développe comme ça. Aujourd'hui, le numérique est vraiment dans les pratiques, donc ça veut dire qu'il y a une réorganisation, une réadaptation en permanence en cas d'impact et d'indisponibilité du système qui rend complexe effectivement la manière de gérer une journée dans un établissement. Et puis l'impact, je vous ai dit, donc numérique au sein d'un établissement, c'est aussi la cantine, la demi-pension est gérée au jour de l'informatique. Aujourd'hui, il n'y a plus de dispositif informatique, l'accueil à la demi-pension, voilà, ça bouleverse encore une fois l'établissement. Donc finalement, sur tous ces périmètres, on voit qu'on a des points, des impacts potentiels dans le fonctionnement, dans l'accueil et dans la mission première de l'établissement d'accueillir des élèves et des enseignants pour dérouler une journée de cours. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'attaques qui ont paralysé un système d'envergure ? Bon, on rencontre, et effectivement le sujet est croissant, puisqu'on est face à des complexités en fait, en termes d'attaques, de manière dont l'ingénierie est mise en place pour couvrir tout ça. Mais effectivement, on rencontre de plus en plus d'incidents en matière de sécurité dans les établissements scolaires. Alors on a un impact d'ailleurs que je n'ai pas cité, mais qui du coup qui existe et sur lequel on a des incidents, c'est l'image de l'établissement, le site déconfiguré, donc l'image de l'institution qui peut être bouleversée. Donc on a eu des attaques de sites défigurés sur les établissements. Des réseaux, des attaques sur le réseau à travers des vers, des virus, et donc qui paralysent le fonctionnement d'accès aux fichiers, d'accès aux ressources, qui paralysent, qui saturent des bandes passantes, la saturation de liens Internet avec des attaques en déni de service. Voilà, donc ça c'est des typologies d'attaques qu'on peut avoir. Et puis sur la région académique Île-de-France, on a eu malheureusement un incident majeur, par exemple sur l'ENT d'Île-de-France cette année, au mois de février. L'ENT, l'espace numérique de travail, c'est lui qui permet d'avoir tout le dispositif de vie scolaire, les absences, les notes, les devoirs, et puis toutes les ressources pédagogiques qui sont fournies dessus, et donc qui permet aussi de dérouler les cours. Bon. Donc l'ENT a été attaqué, des comptes détournés, c'est des milliers d'utilisateurs qui sont impactés du coup dans le fonctionnement, et puis un ENT donc hors de fonctionnement une dizaine de jours. Donc voilà, alors c'est tombé sur une partie des vacances scolaires d'hiver, mais pour autant un impact majeur, et du coup derrière un accompagnement, des changements de mot de passe, un accompagnement auprès des utilisateurs extrêmement significatif. Donc là typiquement un point central et crucial qui impacte du coup le fonctionnement d'une région académique, de tous les lycées d'Île-de-France, donc c'est loin d'être négligeable, et voilà, un exemple. Merci. Nicolas Eslou, comment est-ce que vous définissez, vous, à l'échelle des ministères, les sites qu'il faut impérativement protéger ? Là, on l'a vu avec l'ENT, l'impact que ça a pu avoir pour l'ensemble des établissements. J'imagine qu'une attaque sur des plateformes comme Afflenet, comme Parcoursup, aurait des conséquences importantes au niveau notamment des données, mais aussi de la paralysie finalement du système même. Bien sûr. Alors, ça fait partie exactement de cette logique-là. C'est-à-dire, en fait, il y a un patrimoine numérique qui est très très important sur l'éducation nationale, l'enseignement supérieur également. On dénombre plus de 1000 systèmes d'information en fait, dans le secteur. Donc par rapport à ça et par rapport aux moyens aussi en présence sur la cybersécurité, il faut forcément avoir une logique de se dire qu'est-ce qui est le plus important. Donc c'est des réflexions, enfin plus que des réflexions, c'est des plans qui sont déroulés régulièrement, qui a été redéroulé en 2022. L'idée c'est d'identifier dans tout ce patrimoine de systèmes d'information quels sont ceux qui sont essentiels. C'est-à-dire que l'atteinte en fait produirait un dommage majeur en fait au fonctionnement national des missions de l'éducation nationale. Donc là on a classé un certain nombre de systèmes d'information, forcément je vous les détaillerai pas. On a ensuite identifié un ensemble de systèmes d'information qu'on qualifie de critiques. Et puis on continue sur des systèmes d'information sensibles et puis standards.
En regard de ça, en fait, on met en œuvre tout un ensemble d'actions, de mesures. Alors, certaines sont portées par des dispositifs réglementaires. Enfin, on parlait de la réglementation. Il y en a eu 2 très importantes cette année, en avril et puis en octobre. Et puis au niveau de l'Europe aussi. C'est-à-dire que typiquement, quand on parle de services essentiels, c'est issu d'une directive européenne qui a été transposée en droit français sur les opérateurs de services essentiels. Et derrière cette réglementation, il y a une obligation en fait de déployer un certain nombre de mesures de sécurisation qui sont assez conséquentes. C'est des projets qui nécessitent 3 ans pour être aboutis et qui permettent de couvrir un spectre très large de la sécurisation, que ce soit en termes de fonctionnement, d'accès aux données, de chiffrement, de protection des rôles d'administrateurs qui sont très très importants. Et cette démarche-là, du coup, elle est déroulée en fait en mode projet, en équipe projet, avec et je compléterai d'ailleurs les propos qui étaient très très limpides sur les enjeux, en complétant avec un pilier de plus, en fait, notamment les hommes et les femmes. C'est-à-dire, en fait, c'est derrière les outils, derrière les sensibilisations, les enjeux financiers, il y a une nécessité absolue, et c'est le cas, d'avoir des réseaux en charge de ces sujets-là qui soient identifiés, coordonnés. Pour donner un exemple, en fait, dans le périmètre éducation nationale, il y a autour, en fait, il y a un centre de cyberdéfense qui est composé d'experts et qui a une supervision de tous les incidents et qui est en appui du coup de tous les incidents importants, et puis un réseau qui est constitué de presque 100, enfin à peu près 90 responsables de la sécurité des systèmes d'information qui sont dans les académies, dans les services nationaux. Voilà, donc ça constitue tout un réseau. Dans l'enseignement supérieur, il y a plus de 400 responsables de sécurité des systèmes d'information. Donc ça fait des très beaux réseaux. Alors, dans les marges de progrès sur ces sujets-là, parce que ce sont eux qui vont déployer toutes ces mesures-là, toute la sécurisation, qui sont au quotidien en vigilance, dans les marges de progrès, c'est que clairement, pour l'instant, ça reste relativement rare que ces experts de la sécurité soient dédiés à cette tâche. C'est-à-dire que là, on a très souvent on les appelle les RSSI, qui sont à 15-20% de leur temps, qui ont beaucoup de casquettes, donc forcément, ils sont obligés de faire des choix. Et c'est vrai que vu les enjeux qui ont été décrits sur les fonctionnements de la société académique, éducatifs et même nationaux et sociétaux, c'est très important d'arriver en tout cas à poursuivre et à continuer la mise en place de moyens qui sont dédiés à ces sujets-là et qui vont les suivre en même temps au quotidien et sur du moyen long terme. Voilà. Et juste sur les plateformes d'envergure, donc vous avez cité l'ENT, Parcoursup, etc. Est-ce que les risques sont humains? Est-ce que ça vient des personnes ou ça vient de quoi finalement? Alors de toute manière, ce qu'il faut voir, c'est qu'en cybersécurité, et c'est d'ailleurs la différence entre les risques numériques et les menaces numériques, c'est que il y a des humains. Il y a des humains qui sont des attaquants. C'est pour ça qu'on parle de menaces. C'est les attaquants menaçants. C'est la différence avec des incidents. Une panne matérielle, c'est un risque numérique, mais il n'y a pas d'attaquants. Donc d'un côté, il y a les attaquants, et de l'autre côté, donc, il y a les défenseurs. Donc du coup, par rapport à ça, l'humain est central. L'usager, bien sûr, dans ses pratiques, et ça a été cité, il y a des enjeux d'accompagnement. Donc, il y a des choses vraiment très très chouettes qui sont faites. D'ailleurs, ils sont présents sur le salon. Donc, il y a les équipes de PIX qui ont travaillé avec l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité et systèmes d'information, pendant plus de 2 ans pour faire évoluer et créer tout un ensemble d'épreuves de sensibilisation qui sont disponibles sur pix.fr. Donc, il y a des actions en plus qui sont prévues. Alors, il y a des parcours PIX qui sont en train d'être intégrés ou qui ont été intégrés dans les parcours de formation initiale et continue des enseignants. Il y a des actions en fait de sensibilisation qui vont être menées sur des parcours cyber de sensibilisation au niveau de tout le ministère, qui vont être déployés après dans les académies courant 2023. Et puis pour les élèves en fait, et les autres citoyens, puisque PIX est accessible à tous en fait, il y a depuis en fait que PIX en fait est déployé avec notamment un enjeu de certification en 3e
en terminale et à Bac+2, ils ont l'occasion de faire des épreuves de sensibilisation, aussi bien sur la protection des données, sur le fait de surfer en sécurité, mais aussi sur la sensibilisation au phishing, aux bonnes pratiques, aux enjeux. Voilà. Donc ça, c'est des actions qui sont majeures puisqu'elles touchent 8, 10, 12 millions d'élèves et beaucoup de citoyens. Voilà. Alors, Luc, au-delà des plateformes, on sait aussi que les établissements du supérieur, à des niveaux différents, ont aussi des enjeux pour rendre notamment leurs diplômes plus accessibles à leurs diplômés. Daniel l'évoquait en parlant de la rapidité avec laquelle il fallait accéder à certaines informations aujourd'hui. C'est aussi le cas dans l'enseignement supérieur. Comment aujourd'hui on peut sécuriser ce type de données très sensibles telles que le diplôme? Et finalement, est-ce que le diplôme papier qu'on avait encore il n'y a pas si longtemps n'est pas finalement le moyen le plus sûr de ne pas avoir de risque et de conserver son diplôme sans le voir se faire pirater? Merci Davia pour la question. Ravi d'être avec vous aujourd'hui sur ce point très précis. Alors le diplôme papier, je vais aller assez vite. Est-ce que vous savez où est rangé votre plus beau diplôme? Ah bravo. Eh ben pas moi. Et si on fait un sondage, voilà. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé en version papier pour une procédure de recrutement? Ou est-ce que quand il y a eu besoin, vous avez fait un scan et il traîne avec une image de scan au fin fond de votre profil LinkedIn ou autre? Est-ce que vous connaissez le prix d'un très beau diplôme papier de qualité professionnelle sur Internet? Est-ce que vous connaissez le prix de gestion du diplôme papier par un établissement d'enseignement supérieur? Alors à l'international, dans notre secteur, le chiffre admis, c'est environ $6. Je crois qu'à l'enseignement supérieur, il y a une dotation qui est entre 6 et 8 euros par diplôme papier émis pour une université. Et est-ce que vous connaissez le temps de délivrance d'un diplôme papier à l'étudiant après sa diplomation? Et est-ce que dans la vie numérique, dans la vie digitale des étudiants aujourd'hui qui cherchent un job, qui cherchent un stage juste après leur diplôme, le diplôme papier est adapté? Donc, je ne réponds pas aux questions, je passe directement à la suite. Il y a une transformation digitale à tous les niveaux et les établissements d'enseignement supérieur et l'éducation nationale sont en plein dedans. Et nécessairement, il concerne aussi cette question du diplôme et quel est le nouvel objet diplôme numérique, sous quel format et comment il est sécurisé. Et on sait que c'est une question aussi extrêmement symbolique, une question d'image. On parlait de l'image des établissements. Il y a un vrai déficit d'image lorsqu'il y a des problèmes autour d'un diplôme, d'un faux diplôme, autour d'un grand nom d'école ou autre. Si on prend un tout petit peu de hauteur, pour les données des diplômes, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une sécurité maximale et une sécurité qui est d'un type assez intéressant à l'intérieur des établissements et à l'extérieur quand on le consulte, puisque c'est une donnée qui va circuler entre recruteurs, etc., établissements partenaires. On a besoin de pérennité. Vous connaissez le temps de stockage obligatoire et légal qui peut aller jusqu'à 50 ans pour ces données-là, pour les établissements émetteurs. Et on a besoin de vérifiabilité ou en tout cas de transparence lorsqu'on présente ces données, qu'on est diplômé, qu'on les présente à l'extérieur. Eh bien, sécurité, pérennité, transparence, ce sont les piliers d'une technologie récente qu'on appelle la blockchain. Et nous, on a centré nos recherches depuis 5 ans autour de la question comment mettre ces propriétés d'un nouveau type d'environnement informatique au service des établissements scolaires, des établissements d'enseignement, des entreprises qui en ont besoin et des étudiants pour favoriser des attestations probantes 100% numériques et digitales, facilement partageables, facilement vérifiables, c'est-à-dire sans avoir recours à un processus de vérification. Alors forcément, oui, bien sûr, il y a d'autres méthodes pour sécuriser. On peut penser à une technologie de coffre-fort numérique, coffre-fort digital, qui existe depuis bien longtemps et plus longtemps que la blockchain. Nous, on est parti d'un constat très simple, c'est adapté à plein de situations, mais dans la vraie vie des établissements, ça n'a pas été adopté à grande échelle pour diverses raisons. Et nous, on s'intéresse à la question comment, avec une technologie récente, on peut rendre un vrai service de gestion pour automatiser les flux et délivrer des attestations le lendemain des jurys, de manière automatique et sans avoir de gestion documentaire, mais des données sécurisées.
Alors je vais juste terminer en disant, bon, c'est une technologie récente, pas si récente que ça en fait, hein. Elle a fait toutes ses preuves en termes de solidité, elle est maintenant utilisée dans la plupart des secteurs industriels et de l'IT. Est-ce que c'est une lubie ou encore une mode ou pas? Eh ben, il faut réaliser que c'est plutôt devenu dans le monde international universitaire une évidence. C'est-à-dire que niveau européen, il y a la Commission européenne qui travaille sur la blockchain EPSI. Nous, on a été opérateur du gouvernement français sur la question de déployer les diplômes digitaux sur la blockchain européenne EPSI. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a le Digital Credentials Consortium qui travaille sur les sujets. Le W3C a émis les normes d'échange numérique de titres. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer d'un point de vue normatif? On est en train de voir apparaître l'objet diplôme normalisé, 100% numérique. Et la plupart du temps, dans les grandes implémentations, les implémentations niveau européen ou niveau consortium des plus grandes universités du monde, c'est la blockchain qui est choisie comme sous-jacent technologique. Voilà, je serais ravi d'échanger et merci pour l'invitation. N'hésitez pas si vous... moi justement, alors on parle des diplômes, on parle des établissements, on parle des usagers. Aujourd'hui, on le sait, en tant qu'usager, on n'a pas forcément toutes les clés pour sécuriser nos espaces, pour sécuriser nos espaces numériques, que ce soit via je sais pas moi, la simple gestion de nos mots de passe personnels. Parfois, c'est d'une complexité sans nom. Aujourd'hui, Daniel notamment, comment est-ce qu'on peut sécuriser un maximum, et surtout comment est-ce qu'on accompagne concrètement les usagers pour sécuriser les données, notamment dans le domaine éducatif, même si ça rejoint d'autres champs? Alors, bon, c'est vrai que les utilisateurs, c'est une des clés essentielles du succès. Et il y a un chiffre que je trouve, moi, à la fois effrayant et très encourageant, c'est que dans le dernier baromètre du Césin, qui est un grand club de patrons de la sécurité numérique français, mais d'autres études croisent les mêmes résultats, plus de 50% des attaques qui ont un impact lourd proviennent de négligence humaine, d'erreurs de configuration, de mots de passe faibles. Bon. Un mot de passe faible, c'est comme si vous fermez la maison de chez vous avec une clé de maison de poupée. Enfin, c'est pareil. Donc, en fait, il faut avoir les mêmes... Tout à l'heure, je parlais de maturité. Donc, il faut commencer par ça. Bon. Alors, pourquoi c'est effrayant? Parce que comment on peut en être encore là aujourd'hui, alors que vous avez évoqué des événements récents, puis on voit tous les jours une dynamique qui est très défavorable et encourageant, parce qu'on a ici un levier très puissant. Si chaque utilisateur ou chaque professionnel... non technique s'investit de cette question-là, alors en fait, on va régler une bonne partie. Les attaquants exploitent beaucoup de ces fragilités. Donc, plusieurs choses. D'abord, ça, c'est le volet numéro 1. Il y a des outils qui existent. Nous, on travaille beaucoup. Alors là, je prends la casquette IDEXI sur cette question-là. Moi, je crois que ce qu'il manque, c'est... on demande aux utilisateurs et aux usagers de respecter un certain nombre de choses. Alors, encore une fois, ils ne savent pas toujours ce qu'il faut faire et ils n'ont pas forcément le tableau de bord qui leur permette de mieux contrôler ce qui se passe sur leurs données. Donc, ici, on leur donne des bolides numériques qui vont très très vite, qui sont extrêmement puissants, donc qui sont très efficaces pour la collaboration, etc. Mais on leur dit il faut faire attention à la vitesse à laquelle vous allez, il faut regarder vos plaquettes et vos témoins d'huile, mais on ne sait pas, on n'a pas le tableau de bord. C'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, on travaille sur cette question-là aussi beaucoup en recherche pour mettre en place ça. Ça, c'est un levier. Après, évidemment, il y a des solutions qui existent, professionnelles. Notamment, un des vecteurs d'attaque les plus redoutés aujourd'hui, c'est le phishing avec le ransomware, donc ce qu'on appelle les cryptolockers, ce qui, en fait, gèle complètement vos données, vos systèmes. Bon, voilà, il y a des investissements comme ça. Heureusement qu'il y a des solutions, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas de micro. Merci. Alors, par rapport à ces questions, pour sensibiliser les usagers, notamment enseignants, élèves, peut-être parents même, à ces questions de sécurisation des données, qu'est-ce que vous mettez en place au niveau des 3 académies de la région? Du coup... Ce qui a été dit, je pense que
Avant d'arriver sur le volet sensibilisation, il y a des enjeux qui ont été exposés et qui nécessitent de poser à un niveau stratégique quand même cette problématique-là. Donc du coup, ce qu'on a engagé, c'est une démarche qui est structurée sur 3 axes. Un axe stratégique de gouvernance, dans laquelle, ça a été dit aussi, on a fixé un cadre. Donc on a une politique de sécurité des systèmes d'information qui est mise en place et déployée, donc, qui couvre donc tous nos utilisateurs, avec des droits, des devoirs, chacun réciproque. C'est important d'avoir ce cadre pour évoluer et comprendre un petit peu comment les choses se positionnent. Et puis derrière, il faut des chartes. Donc là aussi, dans le cadre de gouvernance, il y a des chartes d'usage. Voilà, là aussi, je suis bénéficiaire d'un environnement numérique. Qu'est-ce que j'ai le droit d'y faire, pas faire, quelles sont mes limites. Il y a des conditions d'utilisation et il y a des chartes d'usage. C'est important de... Il y a tout un travail puisque en fait, l'éducation nationale est un ministère très décentralisé. Donc on a des collectivités territoriales qui sont en responsabilité sur les infrastructures, les services fournis, les locaux. Et donc on a, dans cette logique de gouvernance stratégique, le fait de poser un cadre de convention, là aussi, de périmètre de responsabilité, qui fait quoi, comment, et là où chacun intervient. Puis derrière, il faut gérer tout ça. On a des crises, donc il faut une gestion de crise. Voilà. Tout ça, c'est l'axe gouvernance, poser un niveau stratégique pour répondre à ces enjeux-là, et qui est le premier élément mis en œuvre. On l'a dit, il y a des outils, il y a des pratiques, donc il y a un axe de mise à niveau, de sécurisation, et c'est quelque chose qui doit être mené. Pour autant, ça ne suffit pas, ça ne suffira jamais. Et donc du coup, on arrive très vite sur l'axe de sensibilisation. Donc là, il y a un gros travail qui est fait avec l'ensemble des collègues, puisque l'éducation nationale a différents périmètres, le numérique éducatif, la fonction des systèmes d'information. Et ce qu'on voit là, c'est que c'est pas en restant seul et en essayant de descendre des doctrines qu'on va réussir à mobiliser tout le monde. Donc il est important de démultiplier, il est important d'amplifier toute cette démarche-là. Et donc les collègues sur le numérique éducatif sont pleinement engagés là aussi pour aller jusqu'à l'élève, à l'enseignant et diffuser un certain nombre de choses. Donc on a lancé un groupe de travail sécurité numérique et on a enclenché une feuille de route, un plan d'action pour adresser l'ensemble de ces sujets-là vers les élèves, vers les enseignants, vers l'orientation du coup pour les élèves, on pourra revenir sur tout ça, vers nos personnels, vers nos cadres dirigeants, vers nos responsables, puisque là aussi on a besoin d'ambassadeurs et on a besoin sur le territoire de démultiplier un petit peu les choses. Et donc le chef d'établissement est une personne juridiquement responsable sur le champ de la sécurité numérique. Donc comment on l'accompagne, comment on le rend responsable, comment on appuie et comment lui peut derrière aussi diffuser un certain nombre de choses. Voilà. On a le corps des inspections, les inspecteurs sur la matière pédagogique, qui là aussi est indispensable. Et puis on a la chance sur la région académique, au sein de l'Académie de Versailles, d'avoir un campus sécurité qui est situé à Argenteuil et qui est un lieu de formation et de qualification sur les périmètres de la sécurité au sens large et en particulier sur le sujet de la cybersécurité. C'est l'alliance de tous ces acteurs-là qu'on met en synergie à travers ce groupe de travail-là pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été exposés précédemment et qui nécessitent de venir, de revenir, de re-revenir et en permanence de rappeler ces sujets-là. Et donc effectivement, ce matin, on a l'opportunité de parler de cybersécurité, mais c'est la multiplication de l'ensemble de ces interventions et le fait de réévoquer en permanence ce sujet-là, d'accompagner nos utilisateurs, pour nous, éducation nationale, d'éduquer, de former, sensibiliser, d'informer. Donc on a ces 4 piliers qui guident un peu l'action de ce groupe de travail qu'on mobilise et qu'on enclenche. Avec des actions de sensibilisation, il y a une production de documentation, de flyers, de bande dessinée. On va sortir le 3e volet. Là aussi, à chaque fois, on fait un volet de bande dessinée sur, on a parlé du phishing, sur le ransomware. Et donc l'idée, c'est là aussi de sensibiliser de manière un peu ludique nos utilisateurs à travers.
On reviendra plus tard, je l'espère, sur le volet formation, mais en tout cas, un certain nombre de dispositifs de formation, de parcours de formation existent. On a un enjeu majeur en Ile-de-France. Les chiffres là-dessus, c'est 15 000 emplois dans le domaine de la cyber qui sont non pourvus aujourd'hui, tout domaine confondu. Donc l'éducation nationale a nécessairement un enjeu en matière d'éducation qui est extrêmement important. Donc il y a la promotion des filières IT qui est nécessaire. Dans cette promotion des filières IT, on a un enjeu qui est majeur en termes de féminisation de la fonction. Là aussi, donc sensibilisation, formation. Il y a des actions on a fait une expérimentation sur l'empreinte numérique autour du dark web, autour des données sur les réseaux sociaux et voir comment, là aussi, à travers le cyberharcèlement, voir là aussi comment on peut, à travers les traces que chacun de nous laisse sur Internet, on peut vous retrouver et du coup devenir une cible. Donc ça aussi, c'est des actions qu'on mène en établissement, qu'on a menées et qu'on souhaite amplifier. Ça a été évoqué tout à l'heure, le phishing qui est un vrai sujet. Je réfléchis avant de cliquer à chaque fois, mettre des bonnes pratiques. Je pose mon curseur, je regarde où va le lien. Est-ce que c'est un domaine de... Voilà, il faut revenir en permanence là-dessus. Et donc là, on engage une logique de campagne de faux phishing où on va s'adresser à nos utilisateurs pour avoir ce pot de miel quelque part, ce piège pour les sensibiliser, non pas les pointer du doigt, mais les accompagner, les sensibiliser et revenir encore une fois. Donc toutes ces actions de sensibilisation se déploient. Les collègues, là aussi, des équipes de la DAN du numérique éducatif produisent des podcasts sur ces sujets-là. Comment gérer un mot de passe, comment je le sécurise, ce que c'est qu'un cookie, qu'est-ce que j'en fais, la donnée, c'est quoi, le RGPD, bon voilà. Donc c'est la multiplication de toutes ces actions de sensibilisation qu'on essaye de structurer à un niveau stratégique et donc avec ces trois piliers qui, Daniel en a parlé tout à l'heure, mais donc cette logique de gouvernance, encore une fois, cette logique de renforcement de mesures techniques et cette logique de formation, sensibilisation et éducation qui pour nous est majeure pour le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr. Alors à ce stade, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, je m'appelle Franck Coisi, je suis directeur du développement dans une école de formation en travail social. J'ai une formation aussi de risque manager. Et il y a un risque qu'on n'a pas évoqué, mais qui est un risque, je trouve, qui revient quand même assez régulièrement. C'est le risque lié à l'ingénierie sociale et sur lequel très peu de gens en fait, sont informés sur comment détecter ce type de risque. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, on a actuellement dans notre école une suspicion d'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'en moins d'une semaine, on a 2 mails qu'on ne comprend pas, en fait, le récit qui est raconté. Et en fait, ça met à mal déjà l'image de l'école avec des partenaires. Donc voilà, donc je voulais évoquer aussi ce risque-là. Peut-être vous pouvez en dire quelques mots. Merci. Oui, vous faites bien d'insister sur ce risque. Alors pour autant, il est effectivement bien identifié. Alors il y a des acteurs comme cybermalveillance.gouv.fr qui font des fiches et des kits de sensibilisation qui sont très bien à ce sujet-là. On a des spécialités francophones à ce sujet-là. Enfin, il y a eu un type de fraude de ce type-là, c'est la fraude au président. Enfin, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui au téléphone va essayer de se faire passer par un président ou un directeur de l'établissement et qui, à un moment critique, vendredi 17h par exemple, va contacter une personne du service comptable pour lui dire on est en train de boucler en fait une convention très très importante avec telle école, il faut absolument pouvoir virer 250 000 euros, je compte sur votre discrétion parce que ce sera annoncé en conseil d'administration, blablabla. Bla bla bla. Et malheureusement, parfois ça marche. Alors dans le public un peu moins parce qu'on a des agents comptables, on a une chaîne de validation qui fait que bon, les intervenants sont multiples, mais bien souvent ça fonctionne. Donc oui, c'est un type de source de menace. Hein. Il y a
il y a 5 types. Alors on a cité les défigurations, il y a l'ingénierie sociale, il y a le phishing, il y a des attaques par saturation de service, ce qu'on appelle des DOS, que nos gamins connaissent bien en fait. C'est entré dans le langage courant. Puis après il y a d'autres menaces aussi qui sont beaucoup plus furtives en fait. Là, en général, on est face à des groupes étatiques ou quasiment étatiques et qui ciblent des informations stratégiques. On appelle ça des APT, des attaques avancées persistantes. Donc c'est arrivé, ça arrive assez régulièrement dans le domaine de l'intelligence économique, subtiliser des pré-contrats ou des brevets qui ne sont pas encore publiés, c'est très intéressant. Donc on est de toute manière face à des modalités d'attaque, d'objectifs et d'enjeux et d'intérêt en tout cas pour les attaquants qui sont très variés. S'ajoute à cela qu'en fait aussi, parce qu'en fait c'est assez pratique de classer finalement les attaques dans des catégories, ce qu'il faut voir c'est bien souvent il y a un mix de tout ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'ingénierie sociale pour obtenir certains emails particuliers à l'oral, ensuite cibler par du phishing, obtenir des mots de passe, à partir de ces mots de passe faire des intrusions et au final l'attaquant progresse jusqu'à atteindre son objectif. En général il a un objectif, soit très opportuniste ou soit très précis et donc le tout est très mixé en fait, c'est-à-dire que du coup alors c'est pour ça qu'en gros les règles et les mesures de sécurité du numérique, alors il y a des très chouettes guides qui ont été édités par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Par exemple, le guide d'hygiène informatique, qui a un spectre très large. En gros, ça donne 42 mesures. Alors, 42 mesures à implémenter, c'est pas simple. Il faut du temps, il faut des moyens, mais certaines sont simples. Mais 42 mesures qui visent en fait à élever le niveau de protection et finalement réussir à être mieux protégé. C'est toujours difficile d'affirmer qu'on est complètement protégé. Je crois que c'est des sujets où il faut rester très humble. Mais en tout cas, pour pouvoir adresser de manière très large une protection face à l'ensemble des menaces, elles sont extrêmement variées et elles évoluent tout le temps. Ça, c'est clair. Oui. Peut-être sur l'ingénierie sociale, vous avez raison de pointer ce risque, parce que moi, je n'ai pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie sociale ? C'est le fait de pouvoir récolter plusieurs informations pour rendre l'attaque encore plus indétectable, plus pertinente. Et avec l'arrivée des deepfakes, donc la sophistication des attaques, je pense que, hélas, la technologie est également au service des méchants. Il va y avoir deux fils qui commencent à se toucher un peu. C'est attaques très sophistiquées qui embarqueront des technologies d'ingénierie sociale, c'est-à-dire parce qu'on s'est vu, vous m'avez posé une question, voilà, c'est un peu trop exagéré, mais en tout cas parce qu'on est en contact sur LinkedIn et qu'on a pu échanger, tout ça est capté, mis dans une machine, et vous recevez un email avec une pièce jointe, et vous ne pouvez pas penser que ce n'est pas moi qui vous l'ai envoyé. Donc sophistication des attaques plus massivité des attaques, on va rencontrer des difficultés importantes pour détecter notamment avec les mêmes modèles inspirés de l'ingénierie sociale, mais à grande échelle. Si vous voyez ce qu'est capable de faire récemment, Google a montré Imagen, vous écrivez un texte et vous avez une image hyper réaliste. Alors vous pouvez marquer un crocodile à lunettes avec un chapeau pointu à Manhattan et des publicités Coca. Et vous avez à la photo. Et c'est vraiment extrêmement difficile de se dire c'est pas une vraie photo. Voilà. Donc, il va falloir qu'on soit d'autant plus vigilant. Après, on aura peut-être quelques réponses positives, encourageantes. Ça a été dit. Je pense qu'effectivement, le sujet de l'ingénierie sociale, je pense que le point majeur, c'est cette notion de sophistication, d'accumulation de couches d'attaques diverses et variées qui nous permettent effectivement de cibler et d'avoir un parcours qui permettent d'atteindre la cible de l'attaque. Et donc ça a été dit, donc je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement c'est sous-jacent à tout ce qu'on a pu dire. Quand je parlais tout à l'heure de l'empreinte numérique, typiquement, ces aimants-là guident ces attaquants pour aller remonter et avoir des éléments et recroiser. Je poste sur LinkedIn le compte, un post de mon épouse qui organise chez elle un club et donc du coup avec une adresse, voilà, j'ai recroisé et j'associe deux informations qui me permettent d'avancer d'un cran et de connaître voilà, une adresse. Bon, voilà, et donc c'est cette accumulation effectivement
d'informations qui permettent d'avancer pour un objectif qui est soit global, soit très ciblé en termes d'ingénierie sociale pour faire mal et qui prend du temps en général, qui se structure dans un parcours défini par l'attaquant. Merci. Là, on en avait un petit peu parlé tout à l'heure, mais sur le volet formation, qu'est-ce qui est déjà en place? On en a aussi un petit peu parlé, notamment via PIX et la nécessité de formation, mais finalement, qui est-ce qui est déjà en place? Qu'est-ce qui doit être mis en place pour que les jeunes, dès le collège finalement, mais jusqu'à l'âge adulte, soient formés aux enjeux de la cybersécurité? Il y a des choses qui sont faites. Comment est-ce qu'on va aussi plus loin pour que nous, adultes lambda, on soit formés et sensibilisés plus fortement? Je vais commencer. Bon, je pense que là aussi, j'ai parlé de multiplication, de démultiplication. C'est important que chaque acteur, à son niveau, d'une part, développe une offre de formation, de sensibilisation. Voilà. Donc il y a des ressources au plan de l'État. On a parlé de l'ANSSI, on a la SecNum Academy, voilà, on a la cybermalveillance. Il y a un certain nombre de choses qui sont en place, qui existent, qui sont extrêmement bien faites et qu'il faut là aussi récupérer. Il faut s'approprier tout ça et pouvoir diffuser. Ensuite, il y a des initiatives au plan du ministère et collectivement pour produire un certain nombre de choses. Et puis derrière, on descend. Il y a une appropriation au sein des académies. Donc, il y a des ressources qui sont en place pour accompagner et mettre à disposition un certain nombre de kits de ressources. La DAN, pour laquelle Versailles, a une page là-dessus qui référence un certain nombre de choses. Sur EduScol, il y a une page qui est très très bien faite, qui est un site donc, du ministère qui liste aussi un certain nombre d'actions en la matière et avec des kits, des mises à disposition. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent et donc il faut qu'on se rapproche de tout ça. Il y a des parcours pour les élèves sur une plateforme qui s'appelle ELEA par exemple, qui est en train d'être nationalisée, qui était une initiative à Versailles et qui est en train de... Voilà. Donc, je pense que c'est la mise en commun de tout ça qui importe. Ça, c'est un premier élément. Voilà. Ensuite... on a un certain nombre d'initiatives avec, par exemple, depuis hier, 11h, il y a RouteMe, une expérimentation qui est faite sur le stand du ministère, qui permet d'avoir un espace de jeu pour tester un certain nombre de failles. Voilà. Et donc là aussi, il faut accompagner, sensibiliser. Donc, on a prévu sur la région académique de faire un hackathon là-dessus pour... Là aussi, valoriser les élèves dans la capacité qu'ils ont, dans un espace sécurisé pour avancer là-dessus. Voilà. Il y a des serious games. Voilà. Il y a plein d'initiatives qu'on peut démultiplier sur le territoire qui sont identifiées et qui vont se déployer. Et puis, il y a tout le sujet de la formation initiale. Alors, pour le coup, voilà. On a parlé de PIX. PIX, donc, ça se construit. Alors, il y a le premier degré qui a déjà un certain nombre de choses. PIX est obligatoire en troisième et en terminale dans le passage des épreuves de certification. Et du coup, tout ça se construit dans un cycle au collège, 5e, 4e, 3e. Il faut accompagner et diffuser cette acculturation numérique et la dimension cyber est pleinement intégrée au dispositif PIX. On a un ensemble large à travers le numérique et puis on descend spécifiquement sur le sujet de la cyber qui nous concerne aujourd'hui. Et donc, l'action à travers les groupes d'inspection, les enseignants, elle rejoint cela, c'est-à-dire qu'il faut trouver les lieux où on peut former, accompagner nos élèves sur ces dispositifs-là. Alors la technologie est naturellement une discipline où on peut, je veux dire, il y en a plein d'autres et à travers les usages, les pratiques, c'est aussi une modalité de faire du numérique et de sensibiliser nos élèves. Il y a toute la filière avec la réforme du bac, l'enseignement de spécialité NSI, qui est numérique, sciences de l'ingénieur. Et là aussi, on a tout un dispositif avec un certain nombre de contenus en matière de cyber qui existent et donc qui doivent nous permettre de spécialiser nos élèves là-dessus. Il y a toutes les filières sciences numériques et technologies également qui existent. Donc voilà. Donc on a, et les choses évoluent, il y a
une évolution qui va arriver très prochainement en matière de discipline autour de tout cela. Et donc la cyber est pleinement intégrée dans tout ça. Donc ce qui est important, c'est dans toute cette logique de démultiplication, de sensibilisation, c'est d'accompagner notre collectif éducatif pour que ces notions puissent être mises en visibilité de nos élèves au plus jeune âge et construites dans la durée par cycle de formation. Il y a tout un parcours à la citoyenneté numérique qui nous permet là aussi d'embrasser ces sujets-là auprès des élèves en EMC, en éducation et donc du coup sur la logique de désinformation, sur la logique sur les réseaux sociaux, on parlait d'ingénierie sociale, sur le fait de repérer et de prévenir les risques cyber. Bon, c'est tout ça qui doit nous permettre là aussi de faire rentrer ces sujets-là. On a à notre main finalement un panel assez large et qu'il faut là aussi qu'on amplifie, qu'on renforce dans l'éducation de nos enfants. Mais je laisse... Oui, et puis peut-être juste en complément et en appui de ce que vient de dire François Gilles, on a cité pas mal d'acteurs jusqu'à présent, l'ANSSI, Cybermalveillance, etc. Il y en a deux qu'on n'a pas encore cités et qui typiquement sont dans ces actions-là. Notamment, il y a eu récemment donc, le campus cyber en lien avec la DGESCO, enfin la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, en fait, qui ont organisé plusieurs journées en fait, où ont été réunis au campus cyber à la Défense 200 à 300 enseignants en charge de spécialités du numérique, NSI ou des enseignants de DUT en fait, sur réseau et télécom pour parler de la cybersécurité, mais du coup de l'enseignement des enjeux pendant plusieurs journées. Donc ça, le campus cyber, c'est un objet qui est relativement récent, qui a une infrastructure magnifique, qui est justement là aussi pour mettre en commun les forces de l'écosystème, parce qu'on a un très très bel écosystème cybersécurité en France. On fait partie des nations assez en pointe sur ce sujet-là, pas toujours avec la même volumétrie forcément. Et donc du coup, le campus cyber monte en puissance pour du coup créer des moments et créer aussi du lien et des échanges et de pouvoir déployer de nouveaux types d'actions. Et le deuxième acteur que je citerai en appui, en particulier sur la partie enseignement supérieur et d'inclusion du coup de contenu sécurité numérique et cyber, donc c'est une association, c'est ce qui s'appelle CyberEdu, qui avait été créée initialement par l'ANSSI et qui du coup met à disposition des contenus qui sont intégrables du coup dans des formations de niveau Bac+3, Bac+5 sur des cursus d'ingénierie. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de choses encore à faire, mais c'est une logique de démultiplication aussi par le biais de nombreux acteurs qui contribuent à ça. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport à... Alors, on a bien vu qu'il y avait un certain nombre d'actions, de sensibilisation, des problématiques techniques, etc. Mais la question auquel je suis confronté, comme si j'essaye de faire un peu la même chose, c'est comment on sait que ça marche, en fait? Comment on sait que, globalement, les actions de sensibilisation, de formation, les outils techniques qu'on met en place, etc., comment on sait que ça marche? Est-ce que vous avez déjà une méthode ou quelque chose qui peut faire ça? En fait, oui, c'est une très très bonne question parce que finalement, quand ça marche, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'une entité qui n'a pas d'incident, potentiellement, il faut réussir à s'extraire du fait qu'on ne parle pas d'incident cyber par là et se dire oui, mais finalement, s'il n'y a pas eu d'incident, c'est que quelque part, il y a des bons. Et souvent, c'est les gens qui ne font pas de bruit, mais qui déploient des projets où il y a une stratégie particulière qui fonctionne. Mais c'est un petit peu comme dans le domaine des bases de données en fait. Moi j'ai travaillé un petit peu dans ces sujets-là et j'avais un chef il y a très longtemps qui m'avait dit quelque chose, ça m'avait frappé. En fait, un bon administrateur de base de données, c'est quelqu'un dont on n'entend jamais parler. Parce que finalement, la base de données fonctionne, les données sont là. Voilà. En fait, sur la sécurité du numérique, c'était pas évident parce que globalement, quand ça fonctionne bien, on n'a pas d'incident, donc on n'a pas en prise. Donc ça, effectivement, il y a toute une logique de pilotage derrière, de reporting. Donc on est en train de travailler du coup, avec l'ensemble des entités pour mettre en avant déjà quelles actions
ont été faites, parce que souvent il y a beaucoup d'actions qui sont derrière tout ça, mais elles sont peu communiquées. Donc de mettre en évidence mieux ça dans le cadre de rapports annuels internes, mais aussi du coup un certain nombre d'indicateurs qui donnent une idée de la maturité et du chemin qui reste à faire. Donc c'est des indicateurs soit techniques, soit de plus de gouvernance, de moyens attribués. Donc il y a beaucoup d'actions en préparation sur ça pour finalement donner une meilleure visibilité. Et en tout cas, à chaque fois, enfin en tout cas moi dans mon rôle de FSSI, qu'on a l'occasion de faire des retours sur des gestions alors de pré-incidents ou d'incidents, mais en tout cas en particulier quand on a réussi à contenir des choses qui auraient pu être extrêmement graves, on a toujours des très bons retours et on est surpris de constater que finalement ces sujets-là sont très peu en place dans les esprits tant qu'on n'en parle pas. Donc plus on en parle, et plus il y a une prise de conscience de ça, et le ou les dirigeants se disent ah oui, effectivement, qu'est-ce que je fais pour ça, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Voilà, donc c'est vraiment une logique de déploiement de ces sujets-là, et puis du coup d'apporter des outils aussi pour donner de la visibilité sur ce qui fonctionne et sur ce qui a été fait, quoi. Ça c'est clair. Non, mais c'est un point très intéressant parce que la maturité qu'on doit encore gagner, c'est un des points sur lesquels on doit progresser, c'est comment on mesure l'efficacité des systèmes. Quelque chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, c'est j'ai demandé quels étaient les bons ratios, est-ce qu'il y avait des tableaux de bord qui permettaient de comprendre des indicateurs à suivre. À l'époque, à l'époque récente, il y a une poignée d'années, très peu. Il y a encore dans beaucoup d'entreprises ou d'organisations, il n'y a pas d'unité de mesure. Voilà. Donc il faut y bosser, sinon on ne sait pas. On va prendre une autre question. Bonjour. On a beaucoup parlé un peu de PIX et vous avez bien rappelé que c'était effectivement que ça découlait du DIGCOMP européen et on a parlé un moment de la blockchain pour les diplômes. Est-ce qu'il y a au niveau européen une politique de passer en blockchain aussi les données des élèves, les données RH? Enfin, voilà ma question. Alors là, les visées européennes sont souvent moyen terme ou long terme. Mais on peut souligner un énorme effort de la Commission et un très très gros investissement d'une structure qui s'appelle le Partenariat européen de la blockchain, qui regroupe tous les États membres et qui est extrêmement impliqué dans un projet qui s'appelle EBSI, European Blockchain Service Infrastructure, et qui est pensé comme une pierre angulaire d'outils de confiance, d'environnement de confiance pour tous les processus d'e-administration européens, donc en particulier les diplômes, mais aussi la notarisation, mais aussi la traçabilité d'objets, de lutte contre la contrefaçon, etc., etc. Et en parallèle, donc il y a un engagement très très fort et qui va de l'avant. Il y a déjà eu plusieurs années de travail, ça passe en production cette année, et il y a des cas d'usage très précis cette année à l'occasion de la fin de la première tranche de 2 ans de travaux de R&D qu'on a menés pour la France. Il y a eu des cas d'usage concrets avec un diplôme numérique et un étudiant, et de la mobilité étudiante, un étudiant roumain qui fait ses études dans un autre pays européen, qui ensuite arrive en France, et avec toute sa traçabilité et ses diplômes de chaque université dans 3 pays qui sont contenus dans un wallet étudiant, c'est-à-dire un portefeuille numérique, digital, mais relié à une identité qui est enregistrée sur la blockchain européenne, donc on appelle ça l'identité décentralisée, donc avec des très fortes conséquences pratiques pour favoriser la mobilité étudiante, le dossier étudiant au sein de l'Europe. Et donc il y a des très fortes pistes et un fort engagement. Et je voudrais souligner aussi tous les travaux liés autour de Gaia-X, et donc des questions de souveraineté numérique dans les environnements cloud et autres, et où on se retrouve à la frontière entre ces 2 sujets, puisque nous on est partie prenante également de l'initiative Prometheus X, qui travaille pour faire la plateforme technique du data space Gaia-X, des données et des traces
d'éducation et des traces de learning analytics et de toutes les traces d'apprentissage pour qu'elles puissent être partagées, exploitées de manière anonyme, sécurisée, avec une éthique de la donnée, avec un consentement réellement géré de l'étudiant lorsqu'il accepte que ces données soient utilisées dans un cadre de plateforme numérique, d'apprentissage, etc. Toutes sortes de sujets sur lesquels on est assez loin aujourd'hui et sur lesquels il y a des sous-jacents technologiques, soit d'opérateurs cloud, soit autres, qui passent souvent complètement au travers, soit de règles de RGPD, soit de règles de privacy. Et donc on se retrouve à cette frontière où également dans ce cadre Gaia-X, le sous-jacent, c'est aussi la blockchain, pour assurer de la traçabilité, pour assurer un accès réellement tracé à tous ces systèmes, etc. J'ai essayé de ne pas faire trop long et d'apporter des éléments. Et ce sera le mot de la fin, parce que nous arrivons au terme de cette conférence. Il y a encore plein de questions en suspens, mais ce sera sans doute l'occasion d'autres échanges. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci.